Émission La Tribune. Aujourd'hui, c'est un invité que vous connaissez. On l'appelle le prêtre qui appelle et qui souhaite les vœux de bon anniversaire par téléphone. Et il fait vraiment tous ses paroissiens. Donc, on parle de Magella Marcoux, le prêtre de Saint-Ferdinand, qui est aujourd'hui à la retraite. Magella Marcoux, bonjour. Bonjour. Nous sommes très contents et contentes de vous recevoir aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Est-ce que c'est réciproque? C'est réciproque. Ah ben Lydia est contente. Isabelle et Lydia. Oui, Élisabeth également, parce qu'Élisabeth, vous avez notre caméraman d'ailleurs, mesdames, messieurs. Il y a un lien de parenté avec vous, hein? Il y a double lien. Donc, par les Landlois et par les Marcoux. Bon, donc elle est votre petite Deux fois. cousine, voilà, exactement. Magella Marcoux, vous êtes à la retraite. Oui. Hein? Et puis, 85 ans. Voilà, c'est ça, j'allais vous poser la question, comment ça va? Ça va bien pour le moment, avec une petite note, une nuance, ma vision et mon équilibre. OK, ça, c'est à cause d'une maladie, je pense. 5 ans dégénérative, depuis 5 ans que je le combats avec des spécialistes. Puis là, on m'a avoué qu'il n'y avait plus rien à faire pour moi, pour le moment. OK. Donc, votre vision, c'est quoi? Est-ce que vous me voyez? Je vois, mais avec une vision un petit peu diffuse sur la précision. Je n'écris pas, je ne lis pas et je ne vois pas les traits du visage. Tes beaux traits du visage, je ne les vois pas parce que c'est trop raffiné pour moi. Ma vision est un peu plus globale. OK. On va parler, parce que l'émission La Tribune, c'est ça, on va parler de votre vie. Vous êtes né dans quelle région? À Saint-Ferdinand, en 1936. Bon, et vous m'avez dit que c'est toutes vos familles, avec les parents, les grands-parents, c'est toutes des familles souches de Saint-Ferdinand. Oui, c'est les Nolettes, les Marcoux, les Landlois. C'est des familles souches. Les Pinettes aussi par rapport à sa mère. Donc, c'est peut-être une des raisons pourquoi vous connaissez absolument tout le monde à Saint-Ferdinand, hein? Oui, parce que je me suis attaqué surtout à une connaissance personnelle. Moi, tout mon travail a été spécialisé, moi, par la reconnaissance de la personne. Chaque prêtre a son cachet. C'est son style. Moi, mon style, c'était à la personne. Moi, mon travail, c'était à la personne en premier et surtout pour elle. Bon, dans ce cas-là, c'est quoi? Donnez-moi un exemple de ce que vous faites pour dire je m'occupe de la personne de mes paroissiens. Plutôt d'avoir un document, plutôt d'envoyer le document par la poste, oui. Je vais le porter moi-même. J'accueille les enfants, je ne pose pas de questions pourquoi. Tu fais baptiser, je présume que les parents ont leur raison, je n'ai pas d'affaire à la demander. Alors, je suis proche des enfants surtout. Pendant 25 ans, elle le sait, à tous les matins, j'allais à l'école, accueillir les enfants à l'école, à l'autobus. La personne est importante et la personne m'amène toujours une connaissance approfondie du plaisir que je travaille avec elle. Oui. Je travaille pour la personne et non pas pour le rythme, le système. Et je crois que les gens vous le rendent bien aussi, hein? Bien, il y a un retour d'ascenseur. Oui, hein? On est reconnaissant envers vous. C'est ça. OK. Alors, Magella, vous êtes née à Saint-Ferdinand. Parle-moi un peu de votre famille, frères, sœurs. 7 sœurs, 6 frères. OK, c'est les grosses familles. 7 sœurs et 5 frères, 6 avec moi. Okay. Oui, et vous, dans le rang de la famille? 4. Le 4e? 3 filles, 3 garçons. 3 filles, 2 garçons, 1 fille. OK. Et des souvenirs d'enfance? Comment vous avez vécu votre enfance? Sur la ferme, oui. Mon père était agriculteur. On a travaillé beaucoup, collaborateur dès le jeune âge. On a commencé à aider nos parents. Alors, de 4-5 ans, à la mesure de notre capacité, on ramassait les œufs, on faisait des petits travaux à laquelle... Et on a grandi comme ça jusqu'au moment où, étant plus jeune, on s'est trouvé 3 garçons. Il s'agissait qu'un prenne la relève. Et moi, j'ai été le chanceux. J'ai pris l'option des études universitaires grâce à mon frère plus jeune qui a pris lui-même de goût la ferme pour remplacer mon père. OK. Et là, ça vous destinait vraiment à suivre une formation. Et quand vient le temps de choisir, justement, où je m'en vais dans mon champ d'études, à quel âge vous avez décidé? Ça ne se choisit pas du jour au lendemain. Non, c'est ça. Pendant 8 ans, tu étudies tes goûts, tes aptitudes, puis tu regardes autour de toi. Pendant 8 ans, là, tu commences à l'âge 14, 15, 16, 17, 18, 19. Rendu à la porte d'université, les portes d'université sont toutes ouvertes pour toi. Toutes les portes sont ouvertes. Alors, essaye de regarder laquelle porte te convient, dans le goût que tu as, toi. Si tu aimes le monde, tu vas aller vers le monde. Dans ce temps-là, il n'y avait pas d'informatique, il n'y avait pas d'électronique. Alors, dans ce temps-là, c'était le monde qui était là à côté de toi. Alors, c'était pour moi, dans un contexte où la foi
la religion était à 100 pratiquante. Pour moi, pour mes parents, la religion était très, très, très importante. Alors, je me suis posé la question, est-ce que je pourrais aussi servir dans ce domaine-là? Quoique les autres domaines m'intéressaient aussi. Puis quand tu prends un choix, il faut que tu prennes des bonnes. Puis aussi, tu délaisses des choses qui sont aussi bonnes, mais que tu préfères avec d'autres. Oui. Ce qui fait qu'avec le temps, à l'âge de 21, 22, 23 ans, ça s'est précisé. Puis à 24 ans, j'étais reçu prêtre. Ça s'est précisé de quelle manière? Ça s'est précisé de longue date avec des choix qui ont varié au cours de temps. Puis avec aussi l'histoire d'une tentative. Je m'essaie, et si j'ai en cours de route, je ne suis pas apte, on va me le dire. Et moi, je m'en avec toujours l'option d'une sortie possible. Puis comme il n'y avait personne qui me disait, bien, c'est pas ta place, c'est pas ton cas, alors j'ai persévéré. Oui, mais quels sont les choix qui se présentaient? Les choix se présentaient, tous les choix. La médecine, notaire, avocat, comptable. Dans ce temps-là, il n'y avait pas d'informaticien. Il y avait moins de spécialités qu'aujourd'hui, mais il y avait quand même les grandes professions qui étaient des professions de ce temps, des professions d'importance, qui m'auraient intéressé aussi. OK. Et finalement, vous avez choisi? J'ai choisi la prêtrise. Et à quel âge vous avez choisi la prêtrise? Ça ne s'est pas choisi tout de suite. Ça s'est choisi avec option, tentative. Tu sais, là, ça s'est venu progressivement. Ça s'est confirmé avec le temps. Et quand on dit avec le temps, ça s'est confirmé, c'est parce que vous avez sûrement des amies femmes aussi, hein? Oui, c'est vécu ça. notre vie de garçon, de jeunesse. Oui. Pour moi, les femmes, c'est pas des ennemis non plus. Mais quand tu fais un choix, tu prends un ou l'autre. Tu ne peux pas prendre les deux en même temps. Alors, c'est sûr que c'était difficile de trancher complètement, mais ça s'est fait de façon progressive, jamais d'une façon... Même la dernière année, avant d'être prêtre, tu te poses encore la question, est-ce que je suis encore apte à une autre profession? Alors, avec le temps, tu étudies, tu réfléchis, tu pries aussi. Mais qu'est-ce qui fait que ça a balancé pour la prêtrise? Bien, c'était une profession, ça se faisait toujours en fonction du besoin. Moi, dans mon cas, c'est moi. Dans le temps de mon grand-père, il y avait des chevaux dans la communauté. Il y avait le besoin de chevaux à forger. Il y avait des forgerons. Mais il y a des besoins aussi de santé. Il y a des médecins. Alors, c'est le besoin des gens. Puis de quelle manière, moi, avec les aptitudes puis les goûts que j'ai, de quelle manière est-ce que je peux répondre aux besoins des gens qui m'entourent? Dans ce temps-là, en 1961, à 99,9 %, c'était la foi qui était prioritaire. La preuve, c'est que nos parents étaient toujours empressés à l'Église. Alors, on a développé une espèce d'attachement à l'Église aussi, qui a fait en sorte que notre choix a été marqué par l'environnement. C'est l'environnement. Aujourd'hui, il y a moins de monde à l'Église, vous avez remarqué? Il y a moins de prêtres. Oui. Il n'y a plus de chevaux, il y a moins de chevaux, pas de forgerons. Il y a des ordinateurs, mais il y a l'informatique. Tu sais, le besoin crée toujours un appel auquel tu es appelé de répondre selon tes aptitudes et tes goûts. Donc, votre vie, un coup vous avez décidé d'être prêtre, dans la prêtrise, qu'est-ce que vous aimez faire? Contact avec les gens. Oui, tu veux dire le baptême? N'importe quel contact. J'ai été une année invité à enseigner comme professeur dans un collège classique à Tetford Mines. J'ai senti que ce n'était pas mon option à moi. Moi, c'est le travail sur le terrain avec les gens. Tu passes ton message avec les gens sur le terrain, par le contact, par l'accueil, aussi par des petits détails, là. Trouver quel détail va faire en sorte que tu vas être plus proche de ces gens-là pour transporter le message. Au fond, c'est quoi le message? C'est l'amitié, c'est la fraternité, c'est l'amour. Ça, cet amour-là, c'est pas dire « je t'aime ». C'est faire des choses contact personnel. Puis donnez-moi un exemple de petits détails là, que vous vous souvenez. Là. C'est ça qui a fait la différence avec... Un petit détail, c'est que moi, j'avais l'habitude plutôt d'envoyer un document par la poste. J'ai visité toutes les maisons de ma communauté. Plutôt de faire le message par quelqu'un, je me permettais moi-même personnellement. Ça veut dire combien de résidences? Ça dépend. J'ai été dans 10 postes différents. Le poste le plus considérable pour moi, c'était Loretteville. On avait 6000 familles. Puis mon plaisir à moi, c'était de faire la visite paroissiale qui durait 6 mois par année, à tous les soirs d'automne et de printemps. Contact dans chaque famille, c'était mon sport préféré. Mais maintenant, avec le temps, puis avec la formule des gens qui vivent, cette formule de visite traditionnelle n'existe plus. Alors, il faut compenser par un contact personnel différent. Oui. Puis un prêtre qui se déplace dans les familles, pourquoi? C'était quoi la discussion? Qu'est-ce qu'on disait aux familles?
On ne va pas là pour discuter, on va toujours pour rendre un service. Oui. Il y a toujours un mobile, que ce soit un document, que ce soit l'accueil pour un baptême, que ce soit le lendemain d'une funéraille, que ce soit la préparation d'un... Tu ne vas jamais là pour regarder, viens vous voir, non. Ouais. Ou encore, y a-t-il un autre enfant en cours? Il faut toujours, il y a un sous-entendu d'un besoin que ces gens-là manifestent et auquel tu réponds par ta présence plutôt que d'envoyer un téléphone ou envoyer quelqu'un d'autre le faire. Je ne dis pas que les autres prêtres ne font pas bien, mais moi, c'était mon option préférée. Oui, bien, on parle de vous, là, c'est ça. Et puis, des fois, dans les familles, est-ce qu'on disait, je ne sais pas, bon, mais vous avez juste 2 enfants, avez-vous l'intention d'en avoir un 3e? Est-ce que c'était votre rôle aussi de faire ça? Ou, pour les familles, là? J'ai été moins l'arbitre dans les familles, j'intervenais moins dans les familles pour régler des problèmes. Voilà. Par ricochet, on les réglait, parce que l'amitié étant établie, la conscience des gens étant établie aussi, l'approche des gens était plus facile pour venir me retrouver, pour qu'on en jase. Et moi, j'ai un autre exemple là, que vous n'avez pas dit encore, mais il faut vraiment en parler. On vous appelle le prêtre qui souhaite l'anniversaire par téléphone et vraiment à tous ses paroissiens. Puis chaque fois que vous rencontrez un paroissien, vous le nommez par son nom. Jamais oublier un nom là, d'un de vos paroissiens. Vous êtes comme ça. Alors, comment est venue cette idée? Ça, c'est l'entraînement. Oui. Moi, j'ai un de mes amis qui était préposé à la vente des pièces dans un garage. Parfois, de vendre des pièces, il savait par cœur presque tous les numéros de pièces qu'il y avait dans son étalage. C'est à force de parler avec les gens, puis avoir l'habitude des gens, qu'on développe une aptitude à retenir les gens, puis aussi avec le lien, Lydia avec sa mère, Lydia avec son père. Et mettons aussi Élisabeth avec André, avec Dominique. Tu sais. Et Élisabeth avec sa grand-mère, Élisabeth. Fernande. Ben, c'est ça, il y a un lien, là. Ça, c'est toujours... Il y a des références. C'est la même chose dans ton métier. Oui. On a l'habitude des choses avec le temps. On développe un entraînement. Dans chaque communauté, il faut dire, là, depuis 60 ans, tu as 10 communautés. Quand tu as fait 10 ans que tu es là, il faut que tu quittes. Alors, ces gens-là ne t'oublient pas, toi non plus, mais tu t'adaptes à une autre communauté que tu apprends à découvrir, à connaître. Puis au bout de 10 ans encore, ils t'envoient dans une autre communauté. C'est ça qui est le phénomène. C'est qu'avec le temps, on s'entraîne à un mécanisme de reconnaissance des visages qui fait que la personne devient la plus importante. Mais est-ce que c'était difficile pour vous de changer, comme au bout de 10 ans, je m'en vais dans une autre communauté? Comment vous viviez ça, là? Sur le coup, c'est difficile. Oui, c'est difficile. Tu perds ton entourage, tu perds ta raison de vivre. C'est comme toi, tu perds ta mère. C'est un coup sec, ça fait un trou. Mais il reste que pendant l'année que tu laisses, c'est difficile. Mais il faut que tu multiplies tes efforts pour t'adapter à la nouvelle qui s'en vient. Alors, tu multiplies, puis tu essaies de t'improviser, de te faire connaître. Puis surtout, à travers les occasions où on a la chance de connaître plus le monde, à travers les expériences du baptême, des funérailles, des mariages, des visites à l'église. Toutes les personnes qui rentraient à l'église, sans exception d'une seule, je leur donnais la main. Même l'été, je me promenais sur le terrain avec l'eau, puis je saluais tout le monde, M. Gilbert, F. Gilbert, puis ses compagnons. Les gens me voyaient sur le terrain, puis c'est avec ça que j'apprenais aussi à découvrir qui était la personne et leur nom. Et leur nom. Et les communautés où vous avez été, là, tu sais combien vous en avez? 7? J'ai 10. Nommez-les. La première, j'ai été à Beauport, une année, à Thetford Mines, Saint-Basile de Pont-Neuf, à Saint-Malo. Saint-Malo, c'est une paroisse voisine de Saint-Roch. Le vieux Saint-Roch pauvre à Québec, là, j'ai vécu 5 ans dans le pauvre Saint-Roch de Québec. Ensuite, ça a été Loretteville, 10 ans. Ensuite, ça a été les 3 communautés de Saint-Ferdinand, Saint-Andrien d'Irlande et Saint-Jean-Vianney. C'est les dernières, ça. Les dernières, en 2017, ont été fusionnées avec une autre. Ça a été un peu, là, je dirais, la chaloupe virée à l'envers. C'est que le système était devenu difficile à vivre parce que de fusionner, là, les institutions d'avant n'étaient plus les mêmes. Puis des habitudes étaient plus possibles comme avant. Là, j'aimerais ça qu'on parle de la vie dans un... Vous avez toujours vécu dans un presbytère, hein? Oui. Comment ça se passe, la vie dans un presbytère? Bien, c'est pas le presbytère qui est important, c'est le lieu où tu restes. Oui. Tu n'es jamais dans le presbytère. Ouais. Mais vous êtes quand même une gang, ça, là. Hein, je suis mobile. Oui. Le presbytère, c'est pour dormir. Oui. C'est pour manger. Puis je fais le bureau aussi à l'accueil. C'est comme ton lieu de travail. C'est un lieu de travail. Quand tu arrives chez vous le soir, demain matin, je retourne travailler. Alors, le presbytère, c'est artificiel. C'est tu es là parce que faut que tu demeures quelque part, mais c'est pas le but de ta vie. Non. Mais c'est quand même ta solitude,
avec des confrères avec qui tu t'adaptes. Puis il y en a qui sont plus faciles d'adoption, puis il y en a qui sont plus difficiles aussi. Oui. Mais cette année, ce sera une année importante parce qu'on voudrait vous fêter pour votre... Je ne sais pas les intentions. Oui, mais votre durée de vie là, en tant que prêtre, là, c'est quoi la fête que vous m'avez parlé de cette année? Là? Moi, je n'ai jamais pensé de fête. J'ai vu la coïncidence d'une année particulièrement pour moi. Oui. À cause de la formule spéciale de la pandémie. Oui. Je sais que la fête va être très modeste. C'est ça que je veux aussi. Mais pour vous, combien d'années, là? C'est pour ça? C'est pour fêter combien d'années en moi, ça tombe 60 ans de prêtrise. 60 ans, c'est ça qu'on va fêter. Le 27 mai 1961. Voilà. Mais 60 ans, un beau souvenir en 60 ans là, pour vous, là, une fierté de Magella, là. 60 ans. Un souvenir de 60 ans. Ouais. Pour moi, tous les souvenirs, pas mal. C'était des belles années. Où j'ai travaillé le plus, c'est à Loretteville. Mon souvenir est plus précis. Loretteville, il y avait 6 000 de population. Puis dans le temps, les prêtres étaient nombreux. On avait des prêtres. On était 6 prêtres dans la même maison au presbytère de Saint-Ambroise de Loretteville. Mes souvenirs importants, c'était l'équipe qu'on faisait, le travail aussi qu'on faisait là. Le dimanche, on avait 14 messes différentes, le même jour. Là. Le dimanche, 14 messes pour remplir les besoins des gens. Puis à chaque fois, il y avait des assistants de 1000 à 2000 personnes parce que l'église était très vaste. Il y avait aussi les baptêmes, 700 enfants par année qu'on confirmait, première communion, premier pardon. Tu sais. Pour moi, ça a été comme le sommet. Le sommet, pour moi, là, c'est Loretteville. Parce que là, je me suis dépensé, je dirais, plus que dans toutes les autres paroisses parce que le besoin était très, très grand. Il y avait 2 hôpitaux, 2 écoles élémentaires, 14 écoles élémentaires, il faut le dire. Alors, ça veut dire que dans ce temps-là, le prêtre allait à l'école régulièrement. C'est là que j'ai appris à aller à l'école. Quand je suis arrivé à Caudreuil, je suis allé à l'école. Puis je suis encore à Saint-Ferdinand, j'allais à l'école jusqu'en dernièrement. Voilà. Alors, comment on vit la vie de prêtre retraité? Là, actuellement, dans le contexte de pandémie, il faut se conformer au règlement d'abord, puis les règlements sanitaires sont très sévères. On est beaucoup plus sur le frein. On n'a plus le droit de célébrer, on n'a plus le droit de se rencontrer. On a 25 personnes dans l'église. On refuse les baptêmes parce que les baptêmes, il y a 400 personnes. Les gens reculent leur baptême. On vit ça un peu comme l'ensemble de la population. Un peu avec regret. Oui. Puis on n'a pas le choix. C'est la santé du monde qui est en cause. Puis c'est notre collaboration de se protéger les autres. Et de se soumettre à la communauté et se soumettre aussi au règlement sanitaire. Oui. Est-ce qu'il y a déjà eu un événement mondial qui vous a peut-être fait peur à un moment donné? Ou... Moi, avec l'âge que j'ai, le mouvement le plus difficile, j'ai vécu enfant, étant donné en 1936, la guerre 39-45, je ne l'ai pas vécu, moi, mais je la voyais dans l'angoisse de mes parents, qui étaient insécures. Ça m'a marqué, ça. Mon père, tous les soirs, il lisait le journal. Dans le temps, c'était l'Action catholique, puis il avait les rapports, les Japonais, puis tu sais, les avions qui passaient tout bas dans le temps. Ça radio. Ça m'a marqué un petit peu sur la fin de la guerre. Je dirais de 40 à 45, j'avais 9 ans, j'en ai eu connaissance. Mais des événements internationaux, je n'en ai pas tellement été victime. OK. Et peut-être des événements, il y a sûrement des événements qui vous ont marqué, là, parce que vous faites aussi des funérailles aussi, puis en tant que prêtre. Est-ce qu'on embarque dans l'émotion des familles? C'est comme à des funérailles, à des baptêmes? Oui. C'est sûr que les funérailles, ça me marque beaucoup, parce que ça me touche, parce que la sympathie, c'est pas rien dire je sympathise, c'est vivre avec les gens de la peine. Puis quand une famille a vécu sa peine, bien, je suis capable de l'accompagner après. J'en ai vécu des milliers de familles qui ont été ainsi éprouvées. Mais les baptêmes aussi, c'est important. Chaque baptême que je peux assister, à la fête surtout, c'est important. Et des mariages importants aussi. Mais il reste que dans l'ensemble, l'un ou l'autre, là, ça m'implique davantage dans la famille. Voilà. Alors, dans ce cas-là, on est maintenant rendu à recevoir Élisabeth, votre petite cousine. C'est bon. Elle s'en vient, ce ne sera pas long. Magella, quand quelqu'un vous dit hey, « moi, je fais de la pastorale », c'est quoi Vous avez quelque chose à nous enseigner sur le mot pastoral? Non, j'enseigne rien, c'est une réalité. Autrefois, le mot n'était pas employé. On était au service des paroissiens. À un moment donné, il est arrivé une nouvelle formule de besoin où on a inventé des agents de pastorale qui nous disaient « moi, je fais de la pastorale ». Moi, ça m'a fait réfléchir. C'est comme si un médecin dit « moi, je fais de la médecine ». Puis à côté, tu rencontres ton confrère, il fait du droit.
C'est quoi ça, la médecine? La médecine, c'est pas la médecine, c'est ta science que tu as de médecin, que tu appliques à quelqu'un. Là, ça, t'es médecin pour quelqu'un et non pas une ouverture globale. Je fais du droit, je fais de la comptabilité. Non, c'est spécifique. C'est un lien personnel pour moi. Être un pastoral, c'est à l'exemple de Jésus-Christ que je suis le bon pasteur, comme le pasteur des brebis. Si tu n'as pas le lien avec les brebis, là, c'est un job. Un job, c'est pas un pasteur, pas un job, c'est un lien avec une personne où tu as une référence avec Jésus-Christ qui est ton modèle. Moi, je travaille au nom de Jésus-Christ qui lui est venu annoncer la pastorale, c'est quoi? Comme le berger aime sa brebis, il la connaît et il sa voix. Il y a un lien, là. Je connais ses brebis. Si tu fais de la pastorale, tu ne connais pas ton monde. C'est un job, c'est vrai, c'est important, mais c'est pas tout à fait l'essentiel qu'on doit véhiculer. On ne devrait jamais dire « je fais de la pastorale ». Je devrais dire « je suis un pasteur ». Puis si tu ne l'es pas le pasteur, ben là, il y a de quoi faire différemment. Voilà. Puis moi, dans ma préoccupation, ça a toujours été d'essayer d'être le pasteur, non pas seulement avec un... Non, de quelle manière, concrètement, je pourrais être un pasteur dans un lien. Puis le lien, il faut que tu rencontres les personnes, il faut que tu trouves des méthodes où les rencontrer. Bon. Moi, je raconte les anniversaires, pour moi, c'est important. La cabane de sucre, c'est important aussi. Puis les enfants, c'est important aussi. Moi, dans ma découverte à moi, je n'ai pas d'enseignement à faire aux autres prêtres, ils feront ce qu'ils voudront. Mais chaque prêtre a sa personnalité, puis a aussi sa spécialité. Puis la spécialité d'un prêtre, c'est d'essayer d'être le plus proche possible de ses brebis, de son peuple, à travers des signes, il n'y a pas seulement à travers des mots. Tu peux être un bon pasteur dans ton bureau, mais si tu n'as pas l'occasion de rencontrer des gens puis appliquer vraiment ce lien, que ce soit à travers un baptême, que ce soit à travers un mariage, une sépulture, à travers les enfants d'école, c'est là l'effort qu'on doit faire. Pour moi, c'est une préoccupation importante. Voilà. J'aimerais ça savoir ce qu'Élisabeth a de souvenirs à vous côtoyer. Quel souvenir de Magella Marcoux quand tu étais plus jeune? Parce qu'il nous a dit qu'il recevait les étudiants à l'entrée de l'école. Alors, je te laisse nous raconter l'histoire de Magella Marcoux, Élisabeth. Est-ce que ça te tente? Oui, mais en fait, Magella, pour moi, puis je pense pour beaucoup de gens dans le village, puis même au-delà du village de Saint-Ferdinand, il a marqué notre parcours là, sur plein de points. Comme? Tu sais, en fait, pour moi, par exemple, ça a marqué ma vie, en fait, la présence de Magella, parce qu'il répétait souvent « Aimez-vous les uns les autres ». Moi, ça m'a marqué parce que ça m'a vraiment donné le goût d'aller vers l'autre, puis de l'accepter comme il est. Fait que ça, c'est une des choses qui m'a marqué avec Magella. Puis, justement, il l'a dit plus tôt dans l'entrevue, sa présence, à se faire appeler... à chaque fois, c'est sa fête, puis savoir que Magella, il est le premier à nous souhaiter bonne fête dans la journée, ça, c'est un rayon de soleil. Et puis c'est plein de rayons de soleil comme ça que Magella t'a mis dans nos vies, puis je parle pour moi, mais je pense que je parle pour plein de gens autour de moi qu'on vous a beaucoup apprécié. Puis je sais pas si tu te souviens, Magella, je vais être en avance pour le 60e anniversaire, là. Je sais pas si tu te souviens d'une chanson qu'une fois je t'ai chantée. C'est fait aujourd'hui pour tous les amis. Oh non, c'était... Une fleur sur ton cas. Qu'est-ce que j'avais dit à ce moment-là? J'avais dit, parce que j'étais allée, je souhaitais bonne fête, puis là, je disais, j'avais une chanson, puis Magella me disait, ah, plus tard. Puis là, j'avais dit, non, tout de suite. Puis, c'est bon, puis c'est ça, je vais vous la chanter. C'est sûr, elle l'a chantée à l'église à mon anniversaire. Oui. Une anecdote qui signale comment c'était important pour l'enfant. Justement, dans la rue du domaine, le gros autobus arrive, puis moi, pour rappeler les enfants, c'était à l'heure du départ le matin, en 7h moins 5 et 7h. Puis quand l'autobus arrivait, j'avais pas encore appelé. Le petit garçon de 7 ans, il a sorti, il a dit au chauffeur, « Attendez une minute, Magella va m'appeler pour ma fête. » Alors, je l'ai appelé, puis il est parti l'autobus après. Tu vois dire, pour l'enfant, c'était devenu important. Regarde là. Et quand vous entendez un témoignage comme Élisabeth, puis je suis certaine que tous les paroissiens pensent la même chose qu'Élisabeth, ça vous fait quoi dans le cœur? Bien, ça fait spécial, dans le sens que je n'ai pas rien à montrer aux autres prêtres, ni à faire des leçons à qui que ce soit. Moi, c'est ma personnalité, ce que je ressens.
c'est le plaisir du devoir accompli, de ma façon à moi. L'autre à côté, je la respecte aussi et fait autre chose aussi valable que moi. Mais moi, j'ai ça. Je m'enorgueillis pas, là, mais je suis pas orgueilleux de ça, mais reste quand même. C'est plaisant de dire qu'au moins, il y a quelque chose qui reste. Quand tu as un prêt à passer, puis au bout d'un an, on cherche son nom, ça veut dire qu'il a fait au moins une grosse trace. C'est un plaisir de dire au moins que tu auras rempli un rôle qui quand même est gravé un petit peu plus longtemps. Et pour montrer cet élan d'amour-là, rien de mieux que d'avoir un lien de parenté. Alors, on chante quoi, Elisabeth? C'était, oui, effectivement, on vous aime beaucoup, Magella, puis la chanson, c'était une fleur sur ton cœur, un bisou sur ta joue, un sourire pour te dire joyeux anniversaire. J'ai apprécié ça. Le retour de l'ascenseur, que tu dises bonne fête à tout le monde, à l'occasion de mon anniversaire, l'église presque pleine, en pleine semaine, on allait déjeuner au manoir, parce qu'on sentait que le plaisir que j'avais fait de dire bonne fête à quelqu'un, il me le redonnait. Quoique ça m'énervait un petit peu là, de voir un petit peu tout ce monde-là là, qui te comblait. Hein? Ne pas être en temps de pandémie, on vous ferait tout un beau petit hug. Ouais. Hein, on vous serrait. C'est toi qui me l'avais chanté à l'église la première fois. Je me rappelle, tu avais 7-8 ans. Puis à un moment, tu avais envoyé à ma fête, elle avait chanté cette chanson-là. Puis elle m'a resté gravée. Puis encore, à toutes les fois, à un jeune surtout, je la chante au téléphone. Ah, merveilleux. Eh bien, là-dessus, ça complète. Merci, Elisabeth. Hein? Ça fait une très belle finale. Ma cousine bien-aimée. Oui. Ah, c'est ça. Oui, vous l'avez appelée comme ça tout à l'heure quand vous l'avez vue en rentrant à la station. Ben, merci beaucoup de votre présence. Ça m'a fait plaisir. Et puis, bisous. Des amitiés à tout le monde. Merci à vous. Alors voilà, donc ça termine ainsi donc l'émission La Tribune avec beaucoup d'amour. Eh bien, on vous souhaite, oubliez pas, ce sera peut-être à notre tour d'appeler à un moment donné Magella pour lui souhaiter bravo pour ton 60 ans en prêtrise. Là-dessus, je laisse la nouvelle se propager. J'ai fait ma pasteur, là. Hein? Oui. Ça, c'est pasteur, OK. À la prochaine.